La matinée se poursuit avec vous, Louis Dauphren. Et avec Monseigneur Mathieu Roger tous les vendredis, avec sa chronique, bien sûr, à 7h03. Le frat des lycéens à Lourdes vient de s'achever. 4 journées magnifiques de joie et de foi pour près de 9000 jeunes d'Île-de-France, extrêmement variés quant à leurs origines sociologiques, culturelles et ecclésiales. J'ai été émerveillé par la richesse et l'équilibre de ce rassemblement où se sont admirablement combinés l'exultation, le recueillement, l'adoration, le partage et la formation. Les temps à 9000 ou en diocèse, en groupe d'aumônerie ou d'école catholique, ou encore en petites équipes de partage. Quelle image extraordinaire de l'Église, comme mystère concret et vivant de communion et de mission. Quelle belle mise en œuvre aussi de la synodalité, dans la collaboration fraternelle, enracinée et engagée de prêtres, laïcs, religieux et évêques. Reporté 2 fois en raison de la Covid, ce FRAT 2023 marque une étape de renouveau dans la marche de l'Église en France, qui, combiné avec l'affluence de la Semaine Sainte et les JMJ qui s'annoncent, remplit le cœur d'espérance. Comme beaucoup, j'ai été frappé par la disponibilité de ces lycéens à la réflexion de fond et à la prière. Les responsables diocésains m'avaient demandé de faire une catéchèse développée sur la prière. J'ai été impressionné par la qualité d'écoute des jeunes et les échanges postérieurs ont confirmé que j'avais été entendu avec une attention active. L'intensité du silence lors de la consécration à la grande messe du mercredi, comme à bien d'autres moments où tous étaient rassemblés, a résonné comme le passage de Dieu à l'Horeb. 2 jours avant le dimanche des vocations, célébré chaque année le 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, on ne peut que prier pour que, parmi cette foule de jeunes, se lèvent les religieuses, les prêtres, les éducateurs et les apôtres de demain. Aux adultes, en réalité, d'être par la profondeur et la générosité de leur foi à la hauteur des attentes de cette génération. Merci Monseigneur Mathieu Roger, à la semaine prochaine. Et Simon de Monico nous accompagne à présent, vice-président de Christis France. Il est à Berlin aujourd'hui pour un jour, une œuvre à Berlin. On pense à l'écrin de béton pour le plus extravagant des meubles à complications. C'est le choix de son œuvre ce matin au Musée des Arts Décoratifs de Berlin, qui se distingue par l'austérité de son bâtiment, un sévère temple de béton, et aussi la richesse de ses collections. Et le chef-d'œuvre majeur est un cabinet d'une complexité inouïe dont va nous parler Simon de Monico. Bonjour Simon. Bonjour à tous, bonjour Louis Dauphren. Et alors vous dites que c'est le meuble le plus compliqué du monde. C'est assurément le meuble le plus compliqué au monde. C'est un peu une sorte de montre suisse, mais d'une taille absolument monumentale. Quand un visiteur est devant, il est absolument estomaqué par la taille de ce meuble qui se présente un peu comme une sorte d'armoire géante, sublime, surmontée par une horloge sous la forme un peu d'une coupole, d'un bâtiment classique, et avec des panneaux de marqueterie absolument partout, d'un luxe inouï, et avec, c'est sa spécificité, une multitude de mécanismes. Ce qui est absolument fabuleux, c'est que avec une simple clé, avec un simple bouton poussoir, vous pouvez déployer des mécanismes grâce à des contrepoids, grâce à des ressorts, et vous avez une multitude de surprises pour le visiteur. Alors, ce qui est extraordinaire, j'avais la chance d'avoir un tout petit peu de temps entre deux rendez-vous hier et j'ai pu aller retourner admirer ce meuble. Mais même si vous n'êtes pas à Berlin, je vous invite à aller sur Internet. Vous pouvez voir la vidéo de ce meuble qui se déploie en 2 minutes. Vous avez les 1001 trésors, les 1001 tiroirs, les 1001 compartiments de ce meuble qui se déploie. La singularité de Röntgen, ce n'était pas seulement de faire les plus beaux meubles à l'époque, au XVIIIe siècle, au troisième quart du XVIIIe siècle, c'était aussi de faire les plus compliqués. Et ça lui a valu d'ailleurs quelques problèmes, puisque ces meubles étaient tellement recherchés qu'il les vendait non seulement en Allemagne, il était installé pas très loin de Coblence, il les vendait en Russie, l'impératrice Catherine II était absolument fan de ces meubles, mais il les vendait en France, et là, drame, les ébénistes parisiens, bien conscients d'avoir des créations de grande qualité, n'avaient pas du tout envie de laisser cet ébéniste allemand travailler à Paris et ont tout fait pour lui compliquer la vie. Mais on sait Louis XVI, friand notamment de serrurerie, de complications, de mécanismes, et Louis XVI a fait l'acquisition d'un certain nombre de meubles majeurs de Röntgen, et Röntgen a fini par être présenté comme menuisier, ébéniste, technicien, mécanicien du roi, parce que sa spécificité, c'est vraiment de faire la fusion de la science et de l'art.
Techniquement, ce meuble, il est d'une complexité inouïe. Une fois encore, une sorte de montre suisse géante, imaginée et créée il y a plus de 250 ans. Et esthétiquement, c'est quelque chose d'absolument inouï. Et Simon de Monico, pourquoi David Röntgen serait-il un précurseur d'IKEA? Ah, on ne l'attend pas sur ce terrain. On est en 250 ans au fin fond de la Rhénanie, mais dans le musée des arts décoratifs de Berlin, vous pouvez voir un certain nombre d'autres meubles qui préfigurent les fameux colis d'IKEA. Une des grandes raisons du succès de cette entreprise, c'est sa capacité à avoir des meubles démontables et naturellement, pour des questions logistiques, il est infiniment plus facile de stocker et d'expédier des meubles lorsque les tables se repli, lorsque les pieds se démontent, etc., etc. Eh bien, Röntgen, aussi somptueux ces meubles soient-ils, avait déjà inventé ce concept. En 1770, les pieds se démontaient et il expédiait dans l'Europe entière des meubles qui étaient démontables, d'un luxe, une fois encore, inouï, mais démontables pour être expédiés plus facilement. On oublie parfois que la chaîne logistique au XVIIIe, c'est quelque chose de très compliqué avec des voyages en carrosse, en voiture à cheval qui sont extrêmement longs. Donc il avait eu cette idée qui n'était pas tellement une idée économique. Le but n'était pas tellement d'économiser, mais de surprendre ses commanditaires et ses clients lorsqu'ils recevaient ces meubles qu'ils pouvaient monter et démonter eux-mêmes. Un dernier mot, Simon. En quoi ces meubles, le meuble de David Röntgen, donc à Berlin, le meuble le plus complexe du monde que vous nous décrivez ce matin, en quoi ces meubles de Röntgen illustrent-ils la mondialisation ? Eh bien, on a parfois tendance que le XXe siècle est celui où d'un seul coup les échanges se font plus mondiaux dans le domaine de l'art. En fait, dès le XVIIIe siècle, Röntgen comprend ça. Il utilise les plus beaux bois. Il se distingue notamment par des acajou absolument sublimes qui viennent des Caraïbes. Son atelier est au fin fond de la Rhénanie, en Allemagne, et il va avoir recours au meilleur bronzier, François Raymond, parisien. Donc, il prend dans chaque zone géographique le meilleur pour l'assembler. Lorsqu'il a conscience qu'on ne peut pas trouver ailleurs, il va ne pas hésiter à traverser le monde ou à emporter des marchandises de l'autre bout du monde. On a du mal aujourd'hui quand on voit un meuble en acajou, et Röntgen est le maître de la marqueterie, mais aussi de l'acajou. On a du mal à imaginer à l'époque ce qu'était le côté, la profondeur, le côté soyeux, le côté moiré d'un acajou. Et on était prêt dans l'Europe entière à dépenser des sommes considérables pour avoir une très belle feuille d'acajou des Caraïbes sublimée par David Röntgen. Et puis, sa clientèle, une fois encore, elle est mondiale. Röntgen, il comprend très vite qu'il faut voyager dans toute l'Europe. Il va faire au moins 6 voyages en Russie, des voyages infiniment complexes, des conditions de voyage, de règlements compliqués pour faire triompher son art. Véritablement, dans les années 1770, on s'arrache le génie de Röntgen dans l'Europe entière. Simon de Monico, en direct de Berlin ce matin du musée des arts décoratifs avec donc cette exploration du génie de ce créateur de meubles David Röntgen, ébéniste. Merci à Simon et bien sûr à la semaine prochaine. Gilles Brochard à présent pour son bloc Notes culturelles. Bonjour Gilles. Bonjour Louis. Alors c'était Saint-Émilion la semaine dernière et on va y rester. Oui, volet numéro 2, après le vin, la table. Bien que vous ayez la chance de passer quelques jours à Bormes-le-Mimosa, mais ça on en parlera une autre fois. Bien sûr, bien sûr. Il faut connaître la France, il faut la connaître pour sa diversité et surtout pour ses trésors gastronomiques. C'est pour ça que... L'homme aux 15 étoiles ce matin. Alors 15 étoiles parce que vous savez que Yannick Aleno a 8 tables. Alors évidemment, il y a le pavillon Le Doyen, il y a le Cheval Blanc, le 1947 à Courchevel ou bien le Stay, le Lot Hotel à Séoul. Et donc, il accumule ses étoiles, d'abord parce que c'est un homme de talent, c'est peut-être un des chefs de sa génération le plus créatif, le plus imaginatif, c'est le spécialiste des extractions, c'est un immense saucier. D'ailleurs, il dit toujours, quand vous avez la sauce, vous avez le plat. Eh bien, c'est ce qu'il prouve avec une cuisine bordelaise. Il a répondu à mes questions, on en reparlera après parce qu'il va parler de 2 plats phares de la région d'Aquitaine, principalement de Bordeaux, qui remet au goût du jour dans cette table, à cette table de 35 couverts au cœur de Saint-Émilion. La chance que j'ai, moi je suis un Parisien qui découvre Bordeaux et la cuisine que je produis avec Sébastien Faramond, le chef, je dirais, elle est inspirée d'une nouveauté. Moi j'arrive ici, je suis vierge de toute connaissance, je suis vierge de toute empreinte familiale, donc j'arrive ici et ça me permet de faire une cuisine qui est, je crois, au goût de Bordeaux, avec cette empreinte régionalisée, mais avec évidemment toutes les techniques que j'ai appris tout au cours de ma carrière. Mais voilà, l'année dernière, j'ai goûté de la lamproie, j'ai appelé Chantal Père, j'ai fait, c'est quoi?
La première fois, l'année dernière, je mangeais de la lamproie. Je me dis, c'est notre lamproie. Et moi, je trouve ça comme des yeux d'enfant, c'est tellement extraordinaire. Je me dis, il faut que je travaille ce truc, il faut que je goûte, il faut que je trifouille, il faut que je feuillette, et donc on a sorti ce feuilleté de lamproie qui me semble être un truc intéressant. Pavillon, vous savez, c'est un peu un restaurant inspiré de l'atelier de Joël Robuchon, et on ouvre le 3e à Londres, au Four Seasons Park Lane, devant le Hyde Park et en plein Mayfair, et c'est un projet qui me plaît beaucoup et qui me fait du bien. Bon, c'est dommage, l'interview a été coupée parce qu'il racontait d'autres choses, mais je vais en parler. Alors, la lamproie, c'est ce poisson vampire de la Gironde, vous savez, qui ressemble à une anguille, avec des yeux d'alien, on dit ça, et c'est préparé avec une sauce au vin rouge, une étuvée de poireaux à l'anguille fumée et foie gras. Alors, c'est vraiment un poisson horrible, hein. C'est vraiment pas beau, c'est pas beau du tout. C'est pas beau, mais c'est bon. Mais c'est très très bon. Alors, il fait aussi, et c'est dommage, on l'a pas entendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Yannick Aleno ? On prépare. Il nous a raconté comment il préparait son pigeon façon ortolan. Vous savez que l'ortolan, c'est un oiseau chanteur, c'est la taille d'un moineau. Cette race est menacée, elle est interdite à la chasse depuis des années. Vous savez, il y a la fameuse photo d'Alain Juppé avec sa serviette sur la tête en train de manger alors on mange les 2 pattes du petit oiseau et on craque le crâne et tout en une seule bouchée. Il faut que ça soit très très chaud, très brûlant dans la bouche. Donc on broie tous les petits os, les ailes, la tête dans la bouche. Ben là, il a fait la même chose. Il nous a préparé le petit bec du pigeon et vous prenez avec un petit os. Le serveur vous cache à la droite pour pas que vous voyiez votre voisin, que votre voisin vous voit, et vous mangez ce petit bec, et c'est extraordinaire. Et en deuxième service, vous avez les suprêmes de pigeon. Faut savoir aussi qu'ils préparent ça avec un... Donc le pigeon, oui, mais l'ortolan, non. Voilà, avec des morilles farcies, du foie gras, enfin c'est un plat très riche. Il s'accapare, si vous voulez, la tradition de Bordeaux, en fait. Et puis, il y a la fameuse garbure. Vous savez, ça, c'est un plat de chez moi. C'est un plat du Béarn et de la Gascogne. C'est comme une potée au chou. C'est composé de quelques légumes. Et vous mangez ça, c'est absolument délicieux. Alors, il fait aussi, c'est ça que je voulais dire, une balade presque végétale. Moi, ça m'a fait penser au gargouillou de Michel Bras, vous savez, 3 étoiles. Gargouillou, c'est un plat végétal avec beaucoup de légumes, très coloré. Là, il met des petits pois, des asperges. C'est la saison des asperges blanches. Asperges grillées au sarment de vigne, évidemment, le rappel de Château-Pavie. Premier cru classé A. Navet cru, ail des ours, gelée de céleri. Et puis, il rajoute une petite touche carnassière, si j'ose dire. Ce sont des fins copeaux de lard gascon. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça donne un petit côté savoureux sur ces légumes qui sont composés comme une assiette champêtre. Donc c'est la table de Yannick Aleno au château de Pavie. De Pavie. Je voudrais dire un mot quand même des deux. Est-ce que vous prenez le premier grand cru classé en même temps pour accompagner tout ça Évidemment, on boit du château Pavie. Ah oui, on fait ça dans les règles. Hein. Alors je mettrai le nom, je mettrai un lien pour obtenir toutes les références pour le vin rouge. Alors, c'est surtout le vin rouge, mais il y a quelques vins blancs aussi. Il travaille avec Sébastien Faramond, qui reste sur place, hein, qui avait fait ses armes, je l'avais dit, chez Joël Robuchon et puis chez Monsieur Guérard, évidemment, à Genis-les-Bains, près de Pau. Et puis, il travaille aussi avec un chef qui vient de l'Espérance. Vous savez, l'Espérance, c'est le restaurant de Marc Menot. C'était le restaurant de Marc Menot à Saint-Père, qui n'existe plus dans l'Yonne. Et depuis 2012, il est entré comme chef de partie. Il est devenu chef pâtissier aujourd'hui. Il s'appelle Sébastien Nabel. Et alors lui, il travaille aussi, vous voyez, les contrastes. Il travaille la rhubarbe et la betterave qui sont chauffés, que c'est au four avec de la vanille. Il y a une meringue, un nuage de fromage frais, et puis il fait une tarte chaude absolument délicieuse au chocolat avec une sauce Maury. Alors Maury, c'est comme le Rasto, c'est un vin délicieux, un peu sucré, avec une glace à la vanille de Tahiti. Et puis dernière chose, c'est un des rares restaurants où il y a un chef boulanger sur place. Et qui a fait le petit friand pour la lamproie, donc ça c'est formidable, qui fait des brioches, des pains briochés à table, on pourrait se nourrir que de ça, et au petit déjeuner vous retrouvez cette corbeille, et ça c'est quand même un grand luxe. Voilà, donc il y a toute l'équipe autour de Yannick Aleno qui a 15 étoiles, on le disait. Hein, alors là, il a 2 étoiles donc, dans ce relais château, mais dans le monde, qui a 5 étoiles, et dans le monde, il a 15 étoiles. Et ça, c'est quand même c'est un peu un record. Alors, il est battu quand même par Alain Ducasse. Voilà, il ne peut pas être partout, mais au moins, il vient une fois par mois à Château-Pavie.
dans cette très belle salle. Alors, je voudrais donner simplement le nom de l'architecte designer, décorateur, c'est Giorgio Asi, qui a fait une table très lumineuse dans les tons bleus, dans les tons blancs. Il y a des bancs. Par exemple, on a une table de 6 places et vous avez un coin banquette et un coin fauteuil. C'est assez amusant. Et comme chez Michel Brasse aussi, c'est assez drôle, il a fait des nappes qui ne tombent pas, qui sont plissées sous le bois de la table. C'est assez élégant. Et puis, il y a beaucoup de verreries de Bréa, des lustres. Enfin, c'est une table très élégante. Hein. Premier prix, 180 €. Il y a des menus. Vous pouvez jouer aussi avec le sommelier que j'aime bien, qui est Monsieur Gélin, et qui fait qui vous propose, si vous voulez, un choix de vin tout au long, Benoît Gelin, pardon, et qui fait, avec ses 700 références de vin, un accord mets-vin, si vous le voulez. Avec une dominante Saint-Émilion. Absolument. Ouais. Merci Gilles. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On voyagera comme ça, c'est le principe de notre rendez-vous. Voyage gastronomique, culturel, littéraire aussi, puisque vous appréciez toutes les dimensions de la vie bonne et agréable. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Également, toutes les semaines, c'est l'éloge de la langue française à travers un mot que nous choisissons. Et c'est Jean Pruvot que l'on retrouve chaque fois pour cet exercice de style distingué et instructif. Jean Pruvot, linguiste, éditeur et vice-président de défense de la langue française, association en première ligne pour la défense du français. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Allez, les vacances sont là et dans la suite de la chorale dont on a parlé la semaine dernière, eh bien, on a choisi le mot opéra. Un autre type de spectacle, l'opéra, en fait, c'est un mot qui a beaucoup de sens. En effet, Louis, alors le sens le plus courant, c'est bien sûr celui qui s'assimile au texte, mis en musique et chanté, qu'il s'agisse d'un opéra lyrique, de l'opéra bouffe ou encore d'un rock-opéra, opéra rock. Mais c'est aussi un lieu, le théâtre, où se jouent ces opéras, Garnier, Bastille. C'est enfin, surtout pas oublier, devant un merveilleux critique gastronomique comme Gilles Brochard, un gâteau délicieux, au chocolat fourré de crème au café. Et puis, connu d'un haut spécialiste de l'art, Simon de Monico, existe la couleur opéra. Et bien sûr, il y a le verbe. Il opéra d'urgence, par exemple, parce qu'il était étouffé avec un opéra. Bon, on a donc l'embarras du choix. Est-ce que tous ces mots, Jean, ont la même origine? Ils viennent du latin ou du grec? Ils sont en effet tous de même origine, le grec puis le latin. Et à vrai dire, on peut même remonter à l'indo-européen, cette langue qui, il y a 8000 ans, a irrigué la majorité des langues européennes, dont le grec et le latin. En indo-européen, on bénéficiait d'un radical se prononçant sans doute op, désignant une activité productrice qui a donné le sanskrit apas, le travail, et le latin opus, l'œuvre, l'ouvrage, le travail. Et de là est né le pluriel opéra. Et de cette racine est arrivé par déformations successives le français œuvre, attesté en 1250, pendant qu'en italien, on gardait le latin initial opéra, que l'on a emprunté et qui s'est installé en français en 1639. Alors en vérité, dire que cet opéra est une œuvre, c'est user étymologiquement du même mot. Mais là, avec le mot opéra, on entre dans le domaine de la musique. Oui, c'est d'abord le travail, mais ce pluriel latin de opus, œuvre, travail, repris en italien, pour désigner tout aussi largement œuvre au pluriel, fait son entrée dans le vocabulaire de la musique en 1639, en se confirmant avec le premier opéra italien représenté à Paris, l'Orfeo de Rossi, joué en 1647. Et il n'est pas sans charme de rappeler la première définition de l'opéra par Richelet dans son dictionnaire en 1680. Ce mot n'a proprement point de pluriel, c'est une sorte de comédie en musique que nous avons imité des Italiens. Ajoutons à cette première définition, celle excellente de l'Académie française en 1694, pièce de théâtre en musique accompagnée de machines et de danse. Et on comprend ici l'usage du mot opéra, l'œuvre se doublant en effet d'un travail technique important, qui nécessite donc un lieu aménagé pour la machinerie. C'est ainsi que dans la 3e édition, en 1740, est ajoutée cette précision. On appelle aussi opéra le lieu où se représente l'opéra. Assorti d'exemples explicites, il loge vis-à-vis l'opéra. On disait vis-à-vis l'opéra, pas de l'opéra. Enfin, il faut relever un nouveau sens qui n'existe plus aujourd'hui, puis consigné cependant chez Richelet.
et aussi dans le dictionnaire de l'Académie. Alors Et- justement, ce sens, vous allez nous en parler, hein, parce que vous allez nous lire cette définition de Richelet. Eh bien oui, alors il souligne que le mot opéra était concomitamment synonyme de chose difficile. C'est un opéra que de lui parler, écrit ainsi Bourse dans ses remarques. Et l'Académie de préciser, on dit en parlant d'une affaire qui entraîne beaucoup d'embarras que c'est un opéra. Alors dans le même temps, précise Richelet, ce mot se dit en riant pour dire une chose excellente, et le voilà citant un extrait d'une lettre de Scarron, mais deux lettres sont des choses admirables, dignes d'être apprises par cœur, et en un mot ce qu'on appelle des opéras. Ah, on le constate, l'opéra est toujours quelque chose d'imposant. Et alors, il y a les gâteaux, Jean. Ah bah oui, cette pâtisserie française, constituée d'une succession de biscuits jocondes, de ganaches au chocolat, de crème au beurre au café. Bon, le gâteau a été revendiqué par Le Nôtre dans les années 1960, mais d'après la maison d'Aloyau, ce serait plutôt en 1955 l'épouse de Cyriaque Gavillon qui l'aurait ainsi nommé à cause, alors, soit de sa ressemblance avec la scène de l'opéra, ou encore en hommage aux danseuses de l'opéra qui venaient dans la boutique. En définitive, peu importe, c'est délicieux. En tout cas, le gâteau n'est pas couleur opéra, c'est cette couleur qui fait référence au drapé de velours rouge de la scène de l'opéra. Quant au verbe opérer, alors directement issu du verbe latin operari, travailler, œuvrer, il reste actif. Ben oui, ce metteur en scène qui opéra à l'opéra mérite un opéra au chocolat. Hein. Allez, une définition de mots croisés, Jean, pour conclure. Ah bah alors une seule, de mauvais goût, idéal pour un dîner-spectacle, et alors il faut deviner, l'opéra bouffe. Merci, Jean Prévost. Juste un mot, Cocteau a sorti un livre qui s'appelle Opéra et qui était un grand poème autobiographique qui faisait l'éloge de la poésie. Et Eh ben ben, voilà, merci. comme ça, tout est complet. Merci Gilles et merci Jean.